Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, comme j'ai l'habitude de le dire. Selon l'endroit où vous trouverez, c'est encore une fois de plus, mais là, c'est un plaisir, en honneur d'être là, de partager un peu cette discussion ou échange, puis-je le dire, sur ce qu'on appelle le langage. Tout le monde sait que l'être humain, c'est un être qui parle, il a un langage. Il faudra bien entendu spécifier les termes des différents lexiques que nous avons, comme le langage, comme la parole, comme le silence, exactement, comme les signes, les signaux, etc. Donc beaucoup de vocabulaire qu'on a dans le langage. Mais pour introduire, j'aimerais encore une fois de plus, comme le faisait le grand-père, le maître, entre guillemets, de Platon, l'homme, le fils de Phénarète et de Sophonisque, d'ailleurs de Pierre et sa femme, l'Athénien, bien entendu, l'homme qui anima l'agora. Je veux nommer ici, mesdames, mademoiselles et messieurs, le grand Socrate. Avant que nous menions d'abord les discussions, il va falloir que nous tombions d'abord d'accord sur les définitions que nous donnons aux concepts, aux notions, aux idées. Vous qui me suivez tout le temps, vous allez savoir que toutes mes discussions, bien entendu, je commence toujours avec ces phrases, bien entendu, du grand Socrate, le père, entre guillemets, de Platon, spirituel. Le langage, mesdames, mademoiselles et messieurs, a une double nature. En fait, il apparaît donc comme un fait biologique, c'est-à-dire une faculté innée. On dira donc que l'homme possède en effet génétiquement la faculté de parler. Et bien entendu, la question se pose souvent, c'est comment les hommes ont développé cette faculté. Alors, ici, j'aimerais faire appel à Claude Egege, qui est un linguiste contemporain, qui évoque cette question dans L'homme de parole, un livre très beau que je vous conseille aussi à lire, pour dire qu'elle n'avait pas lieu d'être posée car elle ne peut être résolue. Pourtant, nous ne possédons pas à la naissance l'usage d'une langue naturelle, contrairement aux animaux. Je peux citer des exemples comme la baleine, les cygnes par exemple. L'homme, au contraire, est un enfant. Quand on parle d'enfant, c'est-à-dire c'est un être qui ne parle pas. Le langage est aussi un fait de culture. Nous allons le voir avec le grand, l'anthropologue français bien entendu, vous le savez mieux que moi, du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss, qui est l'un des plus grands anthropologues du XXe siècle. Pour lui, la culture n'est pas de l'érudition, c'est l'ensemble des créations instituées par l'âme. Langage, travail, art, etc. Alors, les langues, dans leur variété, sont des créations collectives de l'humanité et sont l'objet donc d'une transmission sociale. Nous apprenons à parler des langues que nous recevons de la société à travers notre entourage familial. La question la plus pertinente que nous devrons nous poser, c'est qu'est-ce que le langage? Je l'ai dit dès le début avec le principe de définition, bien entendu. Et ici, je fais appel à l'homme du lycée, bien entendu, le disciple, entre guillemets, de Platon, l'homme des 404 livres, bien entendu, le fils de Nicomaque, l'auteur de l'éthique à Nicomaque. J'appelle Aristote. Qu'est-ce qu'il dit? En définissant l'homme, il dit le vivant possédant le langage comme il le définit l'homme. Elle dit c'est un vivant possédant le langage, c'est-à-dire la capacité linguistique semble n'appartenir qu'à l'homme et se distingue de tous les autres êtres vivants. Alors, de ce coup, on pourrait dire que le langage permet à l'homme de penser et de communiquer ses idées. Il fonde donc la vie en communauté. Au commencement était Babel. Les hommes parlent une seule et même langue, dite adamique.
Puis il se propose de construire une immense tour destinée à pénétrer les cieux. Alors cette volonté de Prométhée est un autre péché originel, vous le savez mieux que moi avec la Genèse. La sanction de ce péché a fait que nous ayons plusieurs langues. Le langage se définit par un vocabulaire, c'est-à-dire par un pouvoir de nomination et par une grammaire, par des règles régissant la nature et les relations des mots. Évidemment, vous le savez mieux que moi, Saussure a montré que les mots que nous utilisons pour parler, c'est-à-dire les signes, sont la totalité d'un signifiant, la suite de sons qui composent le mot. Et donc signifier, c'est-à-dire ce que le mot signifie. Il a aussi établi qu'il n'y aurait aucun rapport logique entre le signifiant et le signifié. C'est la thèse de l'arbitraire du signe linguistique. Alors donc le langage est donc une conversation arbitraire. C'est pourquoi d'ailleurs il existe plusieurs langues. Mais qu'est-ce que ça veut dire un langage arbitraire? Le langage est arbitraire parce que tout simplement dans la conception philosophique, le langage renvoie à tout système permettant une interaction humaine, d'où le recours aux signes et aux symboles. J'en ai parlé dès le début. André Lalande, dans son vocabulaire, effectivement, vous le savez mieux que moi, critique de la philosophie, vous tous vous savez, André Lalande, considère que le langage, comme tout système de signes pouvant servir de moyen de communication. Alors, il s'agit donc d'un principe interactif à travers lequel des individus ont reconnu à des signes pour échange et arriver à se comprendre. Les signes peuvent être multiformes, bien entendu. Ils peuvent être gestuels, oraux ou écrits, ce qui favorise l'existence de plusieurs types de langues. L'arbitraire donc des signes linguistiques se manifeste dans le fait qu'il n'y a pas de rapport entre le signifiant, c'est-à-dire les sons qui composent le mot, et les signifiés, c'est-à-dire l'objet auquel le mot se rapporte. Alors une fois que les mots ont leur signification dans une langue donnée, il n'est plus permis aux individus d'en décider autrement. La linguistique, comme j'ai l'habitude de le dire, est différente des symboles qui sont la représentation physique d'un objet, qui sert à rendre visible une réalité abstraite. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais citer ici figure de style, comme par exemple la métaphore. Les signes linguistiques, donc, servent à une communauté de pouvoir communiquer. Exemple, on pourrait citer par exemple au Sénégal, on pourrait citer les Sérères, les Diola, les Wolof, les Mandingues, les Pulaars. La langue, par contre, comporte un lexique, c'est-à-dire un vocabulaire. Si c'est une syntaxe, c'est la grammaire qui s'impose à chaque membre du groupe, contrairement, la parole est individuelle. Par la parole, on s'approprie une langue. Mais qu'est-ce que c'est donc la parole? La parole n'est rien d'autre qu'une actualisation de la langue. Mais il faut savoir que le langage est le propre de l'homme. Selon Jean-Jacques, le père de l'horloger, encore une fois de plus, l'auteur une fois de plus du contrat social, je vais citer ici l'homme qui a causé la Révolution française de 1789, si ma mémoire est fidèle sur les dates. Pour lui, la langue de convention n'appartient qu'à l'homme. Pourquoi? Parce que tout simplement, les animaux possèdent leur langage dès la naissance. Ils n'ont pas à l'apprendre parce que ce n'est leur instinct qui le leur dicte. Ce langage est inné et non acquis. Alors, le langage animal n'a pas de grammaire, bien entendu. Les signaux qui le composent ont chacun un sens précis et unique. La dent est en 0 des abeilles et la danse en 8 et ne peuvent pas être combinés entre eux. Alors, grâce à la grammaire et au nombre infini, bien entendu, de combinaisons qu'elle permet, le langage humain, lui, est plus riche
de signification et surtout il est capable d'invention et de progrès. Capable d'invention et de progrès. Vous le savez mieux que moi avec la notion du travail, on en avait parlé, que tout ce qui est, bien entendu, activité, c'est la raison pour laquelle on ne parle pas de travail, mais plutôt d'activité, que l'activité animale et instincte, c'est les mêmes activités depuis la création du monde, alors que le travail humain, effectivement, évolue et progresse. Et nous avons même incité la différence entre le progrès et l'évolution. Bien entendu, le mot arbre désigne aussi bien cet arbre, si que cet arbre-là, ce que doit être une chose pour être un arbre, le concept d'arbre. Le langage est donc le fruit de notre faculté d'abstraction, madame, mademoiselles et messieurs. Les mots arbres vont désigner tous les arbres parce que nous avons, contrairement aux animaux, la faculté de ne voir dans cet arbre si qu'on exprime de ce que nomme par exemple le mot arbre, c'est-à-dire le concept d'arbre. Raison pour laquelle on différencie toujours les notions de concept, d'idées et de notions et de mots. Certains animaux ont développé des formes évoluées de communication et particulièrement ceux qui vivent en société comme les abeilles. Mais comme l'a montré le grand benveniste, ce langage n'a rien à voir avec le langage humain. Il dicte un comportement et non une réponse linguistique. Voilà ce que nous dit benveniste. Les animaux n'utilisent dans leur communication des signes composés, mais des signaux indécomposables. Alors que le langage humain est un langage de signes, la communication animale est un code de signaux dont chaque signal renvoie à une seule signification possible. Alors, pouvons-nous, pour mieux approprier effectivement les termes de langage, le comparer avec la pensée, pouvons-nous dire tout ce que nous voulons dire? Est-ce que nous pouvons dire tout ce que nous voulons dire? Les rapports entre la pensée et le langage sont doubles. Au niveau de la temporalité et au niveau de l'adéquation, bien entendu, sous l'angle de la temporalité, la question reste à savoir, par exemple, qui précède du langage et de la pensée. Une première réponse affirme l'antériorité de la pensée sur le langage. Cela peut dire, par exemple, que nous pensons d'abord avant de sortir les mots de notre pensée. Cela signifie donc que j'ai d'abord pensé, ensuite je cherche les mots pour libérer ma pensée. Le grand Boileau résume en ces termes. Qu'est-ce qu'il nous dit, le grand Boileau? Il dit: tout ce qui se conçoit bien s'annonce bien et les mots pour le dire viennent aisément. En d'autres termes, l'homme pense sa parole avant de parler sa pensée. Il y a une deuxième pensée, bien entendu, ou bien une deuxième réponse, qui affirme l'antériorité du langage sur la pensée, car on ne peut pas penser en dehors du langage. En d'autres termes, c'est par les mots que nous pensons la pensée. Donc, la pensée, en quelque sorte, madame, mademoiselles et messieurs, est un langage intérieur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que tout simplement, c'est un langage de l'âme avec lui-même. Ce qui revient à reconnaître que nos pensées naissent habillées. Donc, si vous voulez bien, si vous me comprenez et vous me suivez, le langage et la pensée sont indissociables et entièrement des simultanéités. Sous l'angle de l'adéquation, bien entendu, donc j'ai parlé, la question reste à savoir si le langage traduit ou trahit la pensée. La première réponse que je vais vous donner, c'est que le langage est la condition de formation et de transformation de la pensée. Nos pensées et nos sentiments ne sont accessibles à autrui que par la médiation du langage. Alors donc, on pourrait dire c'est le point de vue, bien entendu, de beaucoup de philosophes, et parmi lesquels je vais citer Hegel, George Frederick William Hegel. Il considère que c'est le langage qui donne
à la pensée son existence la plus haute et sa signification la plus vraie. Bien entendu, comme en philosophie, on se contredit dans le sens effectivement de l'unité, dans la convergence, une réponse opposée montre que le langage n'est pas ce miroir qui reflète entièrement la pensée. Plutôt, le langage déforme, appauvrit et trahit nos pensées et nos sentiments. Alors, ce même propos nous dit que tout se passe comme si nous avions plus de sentiments que de mots pour les exprimer. Bien entendu. C'est ce que Henri Bergson lui-même affirme quand il dit qu'il y a des pensées et des sentiments échappant à toute possibilité langagière. C'est ce qu'il appelle l'ineffable, c'est-à-dire ce que nous ressentons à notre fort intérieur et que nous ne pouvons pas exprimer par les mots, car ces derniers sont insuffisants. L'ineffable, c'est encore une fois de plus quelque chose qui nous arrive et on veut s'exprimer et on ne peut pas. Et on va s'exprimer avec des mots comme nous allons le voir avec l'art, avec le beau. Nous allons voir avec les émotions, effectivement, les sentiments, où la personne est là, il ne peut rien dire, il n'a que le silence. Bien entendu, vous allez voir le grand Blaise Pascal, vous allez voir des mots comme « ah », comme « oh », c'est bien, « ah », ici. C'est des expressions que l'homme fait, il n'a pas de langage, il ne peut pas sortir des mots. Ou bien quelqu'un qui se taise et bien entendu qui fait du gestuel. Pour Bergson, effectivement, le langage est incapable de traduire la pensée de notre vie intérieure. Hegel, quant à lui-même, il refute cette thèse de l'ineffable. Pour lui, on peut tout dire. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est la pensée obscure à l'état de présentation. Ah, c'est beau. Même si le langage trahit la pensée, on ne peut pas se réduire au silence, car cela équivaudrait à ne plus penser. Les vraies pensées sont celles exprimées par des mots. Ainsi, le langage demeure malgré son imperfection, effectivement, un instrument privilégié de mise, effectivement, en relation des considérations. Mais écoutez, madame, mesdemoiselles et messieurs, pour bien comprendre le langage, est-ce que nous n'allons pas voir les fonctions du langage? À quoi ça sert, bien évidemment. Et pour parler des fonctions du travail, madame, mademoiselles et messieurs, mais appelons Socrate, appelons Aristote. J'adore ce monsieur. Je l'ai déjà cité, Aristote. Pour lui, le langage fonde la vie en communauté, en favorisant la communication et les échanges. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il parlait de l'être humain, Aristote, lui, avait déjà dessiné l'homme en disant que l'être humain, c'est un animal politique, un être social, et en parlant de société, tout ça, le langage, y est. Alors, mais d'après Bergson, Henri, il simplifie le monde et l'appauvrit. Il sert à classer les choses, mais il délimite encore le monde humain. N'existe en fait que ce que nous pouvons nommer dans notre langue. Le langage vise autrui comme un autre sujet conscient et non comme une chose, car autrui peut répondre quand je lui parle. Le langage permet donc de viser intentionnellement autrui comme sujet. Le grand Husserl, il affirme que celui qui fonde la communauté humaine, entendue comme communauté intersubjective. Donc, de ce coup, on pourrait dire que le langage décrit l'état des choses. Cependant, à côté de cette fonction descriptive, il y a aussi une fonction éthique. Dire que le chat est sur le paillasson décrit la position du chat, mais c'était aussi célébrer la communauté humaine pour que cette phrase ait une signification. Le langage n'a de sens que dans une communauté. Et c'est cette communauté de langage que nous célébrons dès que nous parlons. On pourrait dire que le langage donc, est un moyen de communication qui facilite la vie des âmes. Selon certains penseurs, bien entendu, le langage n'est pas le propre de l'homme du fait que certains animaux communiquent. Si le rapport entre la pensée et le langage est indissociable, cela laisse penser que la conscience joue un rôle important pour ce dernier. Madame, mademoiselles et messieurs, cela était une introduction effectivement pour parler brièvement du langage.
Nous allons rentrer dans la parole. Le silence, effectivement, on peut parler comme Blaise Pascal. Nous allons parler effectivement de l'auteur des Tractatus Logico-Philosophicis. Je vais citer ici l'originaire d'Autriche, le grand Wittgenstein. Nous allons parler effectivement de Descartes, effectivement, dans sa 5e partie du discours de la méthode. Nous allons parler du duc de la Rochefoucauld, sur le langage, la parole, effectivement. Nous allons parler effectivement sur Claude Lévi-Strauss, évidemment, pour parler effectivement des abeilles, etc. Nous allons parler de beaucoup d'auteurs qui vont parler du langage, et nous allons projeter encore une fois de plus dans la vraie pensée philosophique, effectivement, de la parole et du langage, de tout autre moyen de communication. Madame, mademoiselles et messieurs, ça a été un plaisir. En honneur encore une fois de plus pour être là et vous expliciter un peu une introduction sur le langage humain, ou bien, si vous voulez, le langage universel. Dans les épisodes futurs, nous allons développer ces idées que nous avons déjà énoncées. D'ici là, prenez soin de vous, passez d'excellents moments et, bien entendu, au revoir.